Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette émission du mardi 30 mai 2023. D'ailleurs, en le disant, je me rends compte que c'est la fin du mois. Peut-être qu'on pourra observer un petit peu ce qui se passe sur les bougies mensuelles. Le Bitcoin vaut 27 800, donc petite poussée ce week-end. Effectivement, on était sur les 26 000 et quelques. Bon, on a pris 1000 $. Grosso modo, l'Ether, lui également, a pris 100 $. À son échelle, c'est à peu près un pourcentage similaire en termes de variation. Le Binance Coin sur les 312. Et le grand gagnant du top 10, finalement, c'est XRP en même temps. C'est celui qui avait le plus beau graphique, en tout cas c'est ce qu'on avait pu observer ces dernières semaines. Voilà, donc ça c'est pour l'état du marché. Aujourd'hui, au programme, on va aller voir l'altcoin dominance, qui est assez intéressante puisque j'ai ajouté les bandes de Bollinger sur le graphique et on va voir un petit peu les différentes périodes où la volatilité se réduit, réaugmente, etc. On va comparer ça un peu au cycle de temporalité, notamment les halvings. Bien sûr, on ira voir ensuite le Bitcoin. Peut-être qu'on pourra se mettre les bandes de Bollinger dessus, mais je ne crois pas avoir vu des choses intéressantes en le faisant tout à l'heure. Mais ce qu'on va faire sur le Bitcoin, c'est qu'on va zoomer sur cette partie-là, voir ce qu'il se passe. On a quelque chose de très intéressant justement grâce à ces petites bougies vertes de ce week-end. On peut se demander si cette baisse qui a duré, donc je vous montre, en fait on va zoomer ici en daily, cette baisse a duré entre le 14 avril et le bottom, il a été atteint ici le 25 mai, c'est ça. Et vous voyez que là on a un petit espoir peut-être de rebond. Et justement on va étudier ça, on va voir un peu ce qui se passe. Est-ce qu'on est prêt finalement pour aller casser des niveaux et aller chercher de nouveaux sommets, ou est-ce que là on va dessiner quelque chose d'un peu plus bearish pour revenir sur une zone de rechargement? On ira voir ensuite l'indice du dollar qui, on le sait depuis assez longtemps sur son histoire, est inversement corrélé au Bitcoin. Ça sera peut-être pas toujours comme ça, mais en tout cas aujourd'hui on est sur des points clés et on va pouvoir du coup en déduire, si ça continue dans ce sens de corrélation inversée, on va pouvoir en déduire un petit peu ce qui pourrait se passer éventuellement sur le Bitcoin et les cryptos dans les mois qui viennent. Et puis je terminerai cette émission avec le token Flare que vous avez forcément obtenu si vous possédiez des XRP donc en novembre 2020. Si je ne dis pas de bêtises, il y avait eu un snapshot et 2 ans après, l'airdrop a été enfin effectif avec la distribution des tokens Flare. On voit qu'il est 101e finalement au classement, donc quand même assez bas. Et on va essayer de voir un peu quelle valeur ce token pourrait avoir s'il entrait dans le top 10. Un peu comme ce que l'on a fait avec Arbitrum lors de l'émission précédente. On va parler supply. Actuellement, il y a 16 milliards de tokens en circulation sur un total de 101 milliards. On va parler du coup d'inflation. Donc au fur et à mesure du temps, vous voyez que le nombre de tokens qui sera émis augmentera. Et on va voir en 2025 où est-ce qu'on se situera un peu sur ce graphique pour essayer de spéculer sur son prix parce que c'est un élément indispensable à prendre en compte. Et puis on va obtenir une valeur qui va être assez pessimiste parce que toutes les hypothèses que je vais prendre seront pessimistes. Vous allez comprendre tout à l'heure. Allez, je vous passe la très courte introduction, je vous dis à tout de suite. Allez, c'est parti. Avant de débuter, je voulais simplement vous rappeler qu'il vous reste une journée pour vous inscrire, si vous n'avez pas encore de compte sur BitGet, pour vous inscrire avec le lien que vous allez trouver ici dans la description, afin d'obtenir le bonus de bienvenue qui correspond à 8 BGB. Pour l'obtenir, il faut trader à hauteur de 1000 $, tout simplement. Voici les conditions générales pour obtenir ces 8 BGB. N'hésitez pas à mettre pause si vous voulez en savoir plus. Allez, je commence du coup avec l'altcoin dominance. J'avais envie de regarder un peu les bandes de Bollinger avec vous et voir ce qui est en train de se passer. On va s'intéresser à la volatilité, parce que les bandes de Bollinger, il peut y avoir probablement plusieurs utilisations, notamment par exemple le fait que lorsque le prix vient hors de cette bande, eh bien on peut supposer un rebond ou une latéralisation. C'est ce qui se passe généralement sur le prix. Vous voyez qu'ici on est venu clôturer en dessous, derrière on latéralise un petit peu. Boum, on revient en dessous, on latéralise un petit peu. Mais ça ne nous donne pas les informations de savoir si on va se retourner ou non. Voilà, c'est simplement que le marché ralentit sur l'approche de cette bande. Maintenant, l'autre information, c'est la volatilité qui est traduite par l'écart qu'il y a entre le haut de la bande, notamment qui se trouve là, et le bas. Par exemple, là, si je prends tout simplement le bas et le haut, on voit qu'il y a un écart de 36% en termes de valeur, ce qui est pas mal. Donc c'est beaucoup plus, par exemple, qu'ici, lorsque le marché avait stagné pendant quelques temps, en fait, notamment l'achat en weekly. Donc le calcul de cette bande, donc de cet indicateur, est fait sur les 20 semaines précédentes. Là, je l'ai réglé sur 20, en fait, c'est le réglage automatique. Et donc forcément, ici, on voit que là, l'espace entre les deux bandes était de 10% simplement.
Et ça s'explique par le fait que les 20 bougies précédentes, finalement, n'ont pas été voilà, très volatiles. Vous voyez, c'était des bougies assez faibles, et en plus de ça, c'était un range. Donc, oui, les bandes se sont rétrécies. Souvent, quand les bandes se rétrécissent comme ça, c'est-à-dire qu'on est sur quelque chose qui est très volatile, qui se réduit petit à petit, on compresse de cette façon, souvent ce qui se passe, c'est qu'ensuite, d'un coup, la volatilité redevient importante. Donc ça peut être soit un Bitcoin, enfin là en l'occurrence on est sur l'altcoin dominance, soit finalement des bougies vertes, soit des bougies rouges, mais en tout cas une fluctuation, une volatilité qui est accrue d'un coup. Et ce qu'on peut voir actuellement, c'est que vu que ça prend en compte les 20 bougies précédentes, on est toujours dans une période où la volatilité est importante, mais qu'elle est en train de se réduire drastiquement, notamment regardez avec cette pente que l'on a ici sur cette ligne, et également celle-ci, regardez, qui commence à redevenir droite. Moi j'ai envie de comparer tout ça au cycle précédent, parce que vous savez c'est ce que j'aime bien faire sur cette chaîne. Déjà, on a les halvings en jaune ici qui sont dessinés. J'ai trouvé d'ailleurs les halvings grâce à un indicateur. Je suis allé dans indicateur, j'ai tapé halving par hasard. Évidemment, en fait, j'ai trouvé les lignes. Ça m'évite de les faire moi-même, c'est plus pratique, je trouve. Donc si on prend tout simplement le halving suivant, qui est spéculé. Alors celui-là, il s'est pas affiché, j'ai dû le mettre moi-même. Il est spéculé pour avril 2024. Et donc je regarde le nombre de semaines entre le prochain halving et le niveau actuel. On a 44 barres. Donc 44 barres, si je prends le halving précédent et que je soustrais 44 barres, j'arrive, voilà, ici. Donc là je suis à 43, 44 c'est ici exactement. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que, du coup, je remets ma ligne, je sais pas exactement où c'est exactement, mais vous voyez que c'était une période où la volatilité est très très importante. On avait un très grand écart entre la borne haute et la borne basse sur l'indicateur de Bollinger. Vous voyez que c'était à peu près le cas et que là c'est en train de réduire. Donc j'ai l'impression qu'en fait, ce manque de volatilité qui s'est produit ici en décembre 2022 correspond à ce manque de volatilité. Tout simplement parce que là, si je prends le halving qui se trouve là et cette période-là, on a 65, 70 barres. Et vous voyez, si je prends le halving spéculé suivant et cette période-là, c'est pareil, 77, 80 barres. Vous voyez, c'est similaire. Donc, en termes de temporalité, ces deux périodes de manque de volatilité sont les mêmes. Là, maintenant, on se trouve sur ce niveau, vous voyez, qui se matérialise à peu près ici. On peut supposer qu'à l'avenir, on rentre dans cette phase, vous voyez, d'accumulation, de manque de volatilité, de compression sur les bandes de Bollinger, une phase qui dure assez longtemps. Donc ça, c'est la première chose. La seconde chose que l'on observe, c'est que pendant les phases d'euphorie, vous voyez, on a quelque chose d'assez intéressant qui se passe. Un nouveau sommet. Ensuite, alors là, en l'occurrence, c'était pas le cas parce qu'on avait fait un sommet plus important en 2018 sur l'altcoin dominance, mais je veux dire une hausse très importante avec une augmentation de valeur des altcoins très important par rapport au Bitcoin. Et ensuite, maintenant que là on a le sommet, alors oui, on allait sur des niveaux un peu supérieurs par la suite, mais ce que je veux dire, c'est qu'après cet événement-là, la volatilité n'a fait que réduire. Et je compare cet événement et ce sommet-là à ce sommet-ci. On va y revenir après. Donc vous voyez que là, maintenant, on vient chercher le point bas, on vient chercher le point haut, le point bas, etc. Et vous voyez que là, de plus en plus, là, on met de plus en plus de temps pour rejoindre la borne haute et de plus en plus de temps pour rejoindre la borne basse. Vous voyez, c'est quand même flagrant, quoi. Donc la volatilité maintenant est de plus en plus faible, le marché est de plus en plus ennuyeux finalement, et c'est comme ça que ça se passe généralement sur les différents cycles. C'est ce que l'on a pu observer aussi ici, sauf que le contexte sur les altcoins était beaucoup plus baissier, parce qu'il n'y avait pas encore de réelle utilité aux altcoins. La DeFi n'existait pas, on n'était que sur des ICO, c'était trop centralisé, ça a fait beaucoup trop peur aux gens, puisqu'il y a eu beaucoup d'investissements et de scams, etc. Donc les altcoins ont énormément chuté, beaucoup plus que maintenant. Maintenant que la DeFi existe, on a une réelle adoption qui s'est faite au niveau de l'Ether et de tous les tokens qui sont associés à l'Ether, au Binance Coin, etc., etc. Raison pour laquelle, là, on a un marché baissier du Bitcoin qui ne se traduit pas par une chute énorme des altcoins. Mais là, en termes de volatilité, c'était similaire. Vous voyez, là, le sommet donc, qui se trouve là. Derrière, vous voyez que les différentes vagues se font rapidement et fluctuent beaucoup. Et qu'ensuite, voilà, ça réduit petit à petit, jusqu'à ce qu'en finalement, vous voyez, on arrive jusqu'à cette période de temps, le 20 septembre. Et là, ça s'est mis à réaugmenter avec une vague baissière très puissante et une vague haussière très puissante. Voilà, le prochain cycle haussier finalement qui s'est déroulé. Donc c'est intéressant de constater que finalement, nous sommes dans un cas similaire. Voilà, donc tous les 4 ans, on voit que c'est à peu près la même chose qui se produit sur la volatilité. Et ce qu'on peut voir, c'est que la fin de cette volatilité finalement qui diminue avec le temps a eu lieu en septembre 2020, ce qui correspond, si je prends le halving ici, et ce niveau-là, à 18 semaines par rapport au halving. Donc si on reprend un peu les mêmes temporalités, même si le passé ne prédit pas forcément l'avenir, mais en tout cas, le passé nous donne des indications sur ce qui peut potentiellement se produire à l'avenir. Je prends 18 semaines et j'arrive au mois d'août, 26 août 2024.
Peut-être que jusqu'au mois d'août 2024, on va faire ça, vous voyez, quelque chose de très, très chiant sur l'alcool dominance, pour ensuite, peut-être même qu'on va faire ça, hein, qui sait, si on a des alcools assez puissants, mais ce que je veux dire, c'est que ça va mettre plus de temps, en tout cas, à se dessiner, que les vagues vont être de plus en plus lentes, jusqu'à peut-être, du coup, août 2024, et qu'ensuite, on aura enfin, du coup ça sera après le halving du Bitcoin, une volatilité qui augmente fortement. Voilà, petite analyse pour simplement vous dire que si le marché vous ennuie, que vous en avez un petit peu marre de regarder tout ce qui se passe sur les cryptos, etc., tout ça c'est normal, on est en pleine phase de désintérêt. Mais les phases de désintérêt sont aussi les phases les plus intéressantes pour investir. Voilà, donc c'est pour ça que je voulais faire cette petite analyse, en espérant, et quand on voit ce graphique de l'alcool dominance qui est assez puissant, que là nous soyons sur un bottom. Donc aujourd'hui, acheter des altcoins avec du Bitcoin, ou même avec des dollars, hein, pour certains altcoins, c'est quand même très intéressant. C'est pour ça qu'on regarde les graphiques au quotidien sur la chaîne pour voir, pour essayer de dénicher un peu les altcoins qui ont les meilleurs graphiques, hein, concrètement, c'est ça que l'on essaye de faire. Voilà, je vais continuer maintenant avec l'analyse du Bitcoin. Alors sur le Bitcoin, on a l'impression qu'enfin le bottom ultime a été atteint ici au mois de novembre 2022. On peut pas en être sûr, mais c'est vrai que cette vague haussière, hein, nous laisse penser que c'est le cas. Et la temporalité aussi nous laisse penser que c'est le cas par rapport à ce qu'on avait vu en 2018. Je vais pas refaire ce travail maintenant. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Alors là, concrètement, je prends le sommet et le bottom. On est revenu sur les 23,6 de Fibo. Donc c'est pas grand chose. On peut très bien aller plus haut. On a les 38,2 aux 36 000. On a les 68 aux 48 000, voilà, peut-être que les vagues haussières ne sont pas finies, mais en même temps, on peut pas le savoir, hein. Mais le seul truc qu'on peut constater concrètement, c'est qu'il n'y a pas eu d'euphorie, que le crypto fear and greed n'a pas dépassé les 60, qu'il y a encore de la liquidité à aller chercher au nord, que l'intérêt est assez faible en ce moment, et que effectivement, ce phénomène de hausse du Bitcoin cet été est toujours possible. Même si il est de moins en moins probable, selon moi, plus le temps passe. J'aimerais bien qu'on vienne casser ces 30 000 $ rapidement. Si c'est pas le cas, ça va remettre rapidement en question la tendance haussière actuelle, tout simplement. Car l'espoir du scénario similaire à 2019, avec cette hausse qui nous a été offerte sur le Bitcoin, en ramenant le prix sur les 61,8, vous voyez, on n'y est pas encore, hein. On n'y est pas encore, on est sur les 23,6 et il y a encore de la marge, hein, les 61,8 sont beaucoup plus hauts. L'exponentialité du graphique est de plus en plus remise en cause ici. Mais ce week-end, on a une bougie verte. Voilà, on a une bougie verte sur un point de support qui est celui-ci, concrètement. Hein, regardez en weekly, le point de support il est propre. On est venu s'appuyer dessus. On commence la semaine dans le vert. Voilà. Donc tout est possible. Effectivement, on n'est plus très loin de cette cassure. Le RSI ne nous montre pas de divergence. Donc le graphique ici weekly nous montre qu'il y en a eu une ici de divergence à la baisse, on est venu la confirmer là, on rebondit un peu à la hausse, mais là vous voyez qu'on n'a pas de divergence, donc concrètement on n'est que sur les 23,6, on est sur un graphique qui fait à chaque fois, même sur le RSI, des nouveaux plus hauts, donc vraiment, en fait ce graphique moyen long terme de 6-8 mois ne nous dit pas encore qu'en fait la tendance va s'inverser. Il faudrait vraiment déjà dans un premier temps casser cette ligne, on voit que c'est pas le cas, on a rebondi dessus ce week-end, et dans un second temps peut-être casser ce niveau-là, et à ce moment-là, là on remet vraiment en cause la hausse, peut-être avec un M qui peut se produire par la suite, un retour en ZR, est-ce qu'on fera un nouveau bottom? Ça j'y crois plus trop, mais voilà, on verra un petit peu ce que va nous dessiner ce graphique du Bitcoin. Je voulais regarder avec vous le mensuel, parce qu'on a clôturé le mensuel, on va le clôturer, pardon, demain. Du coup, là, la bougie du mois, vous voyez, elle est très faible, simplement parce que la volatilité en ce moment est très faible. Ça fait 2 mois, en fait, que le Bitcoin ne bouge pas. Et en mensuel, c'est pas très très joli ce que l'on a à l'écran. Bon, la clôture, elle sera demain soir, et ça peut encore bouger. On peut très bien récupérer, par exemple, ce niveau-là des 28 400, mais si on ne le récupère pas, on aura une clôture, malheureusement, plus basse que la précédente. Et ça, c'est pas très cool. C'est pas très cool, et bien sûr, ça sera le premier mois dans le rouge depuis 4-5 mois, donc depuis finalement le mois de décembre 2022 qui lui également était dans le rouge. Donc ça serait effectivement annonciateur, graphiquement parlant, juste avec ces bougies mensuelles, d'un marché qui retrace. Bon, mais on n'y est pas, et c'est possible encore qu'aujourd'hui et demain, on récupère ce niveau des 28 600 $. Je zoome maintenant sur le graphique en daily, donc tout simplement sur quelque chose de beaucoup plus court terme. On a cette ligne-ci, vous voyez, qui peut faire office de support, donc si en mensuel on confirme quelque chose de baissier, on peut toujours venir, pourquoi pas s'appuyer là-dessus et espérer un rebond, hein. C'est vraiment un niveau que j'attends toujours depuis des semaines, on a même initié un trade, mis un ordre qui n'a pas été déclenché ici, au 25 200 et quelques, donc c'est toujours le niveau pertinent en daily ici, que l'on souhaite voir pour le Bitcoin, afin de pouvoir ensuite
pourquoi pas imaginer une accélération assez rapide si elle devait avoir lieu. C'est le point de confluence, c'est le point de support qui m'intéresse. Voilà, maintenant au nord, on a vu les différents niveaux avec le Fibo tout à l'heure, les 36 000, les 42 000, et je crois que la ZR elle est entre les 47 et les... je ne vais pas vous dire de bêtises, on va simplement le regarder de nouveau, pardon. La ZR entre 48 et 57 000 dollars. Voilà, donc j'en ai fini avec le Bitcoin, on va continuer avec l'indice du dollar qui est assez intéressant parce que sur le RSI, vous voyez qu'on a quelque chose qui nous dessine une divergence concrètement parce que le cours fait un plus bas, le RSI monte et là vous voyez qu'on est sur le point de la casser cette divergence. Attendez, je vais même vous dire qu'effectivement elle a été cassée. Regardez, je prends cette ligne là, poum, vous voyez, donc la clôture de la semaine précédente est bien au-dessus. Donc c'est vrai qu'on a une divergence confirmée ici pour le dollar. Ça veut dire que concrètement, on peut s'attendre ici à la formation d'un W, soit en retraçant un peu plus bas et ensuite en nous dessinant quelque chose comme ceci, pourquoi pas avoir un dollar qui, dans les semaines, mois qui viennent, retourne sur une zone de rechargement de short un peu plus haut, notamment vers ces niveaux-là, entre les 109 et les 111, et à ce moment-là, il faudra faire attention au M un peu plus long terme, qui pourrait se dessiner au vu de cette hausse énorme que l'on a eue. Ça, c'est pour ce que l'on voit ici à l'écran. Maintenant, si on dézoome sur ce graphique, le point de support ultime que l'on aimerait bien voir tenir, c'est celui-ci. Effectivement, vu qu'on est revenu très rapidement dessus, on peut supposer qu'en fait un M se produise, qu'on ne va pas le casser du premier coup. Donc ce scénario un peu haussier pour l'indice du dollar dans les mois qui viennent me semble tout à fait envisageable et même probable. Ça pourrait se traduire du coup, vu que c'est inversement corrélé par un Bitcoin qui chute, après vu qu'il a déjà énormément chuté et que déjà tous les spéculateurs ont bien déchargé, le pourcentage de baisse sera pas finalement significatif par rapport à ce que l'on a déjà eu en 2022 si ce scénario se produit. Mais effectivement, c'est envisageable. Mais peut-être qu'avant ça, finalement, on reviendrait sur une ZR comme ceci. Et là, en fait, je suis sur quand même du long terme, notamment au weekly. Vous voyez que on a encore peut-être 4-5 semaines d'espoir. Si jamais là, le dollar descend un petit peu, avant effectivement cette cassure. Et donc, c'est cet espoir-là qui pourrait, bien sûr, traduire un Bitcoin qui monte légèrement, 35, 42 000, qui sait, c'est possible en 5 semaines d'avoir un Bitcoin qui fait x2, on l'a déjà vu de nombreuses fois, et ça peut bien entendu se reproduire, même s'il est fortement capitalisé, c'est encore un actif qui est très volatile. Mais maintenant, voilà, derrière, est-ce qu'on va faire ceci pour ensuite chuter de nouveau, est-ce qu'on va chuter dès maintenant? C'est difficile de répondre à cette question, mais voilà, ça vaut le coup, je pense, de suivre cet indice du dollar, voir si là on est plutôt sur quelque chose qui commence à retracer. C'est vrai qu'on est sur un point plus court terme ici, on le voit, sur un point de résistance, donc c'est intéressant. On va voir, on va suivre ça avec attention sur la chaîne. On continue rapidement avec XRP avant de terminer avec le token FLR et essayer de spéculer sur son prix avec les données fondamentales que l'on a. Donc XRP, il se comporte bien, on revient sur les 50 centimes, donc la moitié du dollar symbolique grosso modo d'XRP. Ici vous voyez qu'on a une ligne de tendance que nous avons quittée ici en mars 2023 et nous avons l'impression de dessiner quelque chose d'assez intéressant en termes chartistes, tout simplement on observe un triangle, alors un triangle rectangle qui se trouve comme ceci. Si jamais on vient de nouveau chercher cette ligne, qu'on vient rebondir une fois de plus sur celle-ci, voilà, on a quand même une probabilité assez importante de casser cette ligne qui est donc la ligne horizontale du triangle par le haut, donc ça en termes chartistes c'est intéressant. Maintenant, si on récupère le sommet de 2021, vous voyez qu'on prend le bottom, vous avez donc les 23,6 aux 68 centimes, les 38,2 aux 92, 93 centimes quasiment. Et voilà, on peut supposer qu'à la cassure de cette ligne, on puisse à minima chercher les 38,2 et pourquoi pas plus haut entre les 1,32 et les 1,60 dans la ZR pour XRP. Alors, ce token est d'autant plus intéressant que finalement depuis le mois d'août, par rapport au Bitcoin, j'ai changé de graphique ici, on est toujours sur XRP mais par rapport au Bitcoin. On peut se faire deux sortes d'analyses graphiques. Ici, la première, c'est se mettre ce canal-là, en supposant que ça, c'était un accident de parcours. Effectivement, c'est lors du procès, effectivement, on est allé chercher un niveau inférieur. On a dessiné un W dedans pour réintégrer le canal haut. Donc, on voit qu'on a une pente qui est plutôt parallèle. Regardez, je vous la dessine comme ceci. Actuellement, on se trouve plutôt dans la partie haute de ce canal, mais la chose qui est intéressante, c'est que là, vous voyez, on n'est pas venu chercher la borne basse. Et donc, finalement, c'est pour ça que cette analyse, enfin, ce canal que je vous dessine, on a l'impression que, voilà, peut-être, on est prêt à le casser par le haut. Parce que ici, on n'est pas revenu chercher le bas du canal, et parce que si on fait cette analyse un petit peu différemment, donc c'est la deuxième chose que je voulais faire, on peut observer tout simplement, on prend cette fois-ci le bottom ici,
On peut observer simplement qu'on avait une pente très dure, hein, c'est-à-dire avec une chute très violente ici, une pente qui ralentit depuis le mois d'août 2019, donc on est très vieux là dans le temps, hein. Vous voyez que ça, tout le bull run précédent, XRP n'a rien fait par rapport au Bitcoin, il a juste suivi la tendance, le prix des cryptos est monté lui aussi, mais il n'a pas surperformé le marché, pas du tout, tout en restant dans les top capitalisations, en fait, il a simplement suivi le Bitcoin. Et on voit que maintenant on peut se faire une seconde ligne qui se dessine comme ça. Vous voyez ? Donc on voit qu'en fait, depuis le 11 janvier 2021, XRP est résilient par rapport au Bitcoin. Vous voyez, on n'a pas de canal avec on n'a pas de triangle rectangle, ça pourrait être le cas avec une ligne horizontale, on est plutôt sur quelque chose, on va dire, qui se contracte, un triangle qui se contracte, et on voit qu'à chaque fois, on dessine des plus bas qui sont plus hauts que les précédents, des plus hauts qui sont plus bas que les précédents, on se contracte, et on va voir quelle sera la résolution, en fait, par rapport au Bitcoin, ce qui va se passer. Est-ce qu'on va casser cette ligne par le haut ? Est-ce qu'on va casser cette ligne par le bas ? À ce moment-là, on pourra rejoindre de nouveau ces points bas. Voilà, on verra. En tout cas, c'est vrai que le prix se porte bien en ce moment, c'est un des altcoins qui se comporte le mieux, en tout cas dans le top 10, c'est clairement la crypto la plus performante, et dans le top 100, on va dire qu'elle se situe pas trop mal également. On va maintenant parler de Flare, qui est un token Layer 1 finalement, qui a été distribué aux personnes qui possédaient du XRP en décembre 2020. Voilà, c'était un airdrop. On va voir un petit peu son graphique. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que Flare, si on regarde effectivement son graphique, existe depuis pas très longtemps. Donc ça va être difficile d'en faire une analyse. Alors dans ces cas-là, comment est-ce qu'on fait pour essayer d'imaginer quel prix ce token pourrait atteindre en cas de marché haussier, en cas de bull run, également en cas de performance importante sur l'évolution de ce projet, notamment avec pourquoi pas une intégration dans le top 10 des capitalisations. On va faire un cas où ce token rentrerait dans le top 10 effectivement, mais également un cas pessimiste, c'est-à-dire que le Bitcoin lui, dans notre hypothèse, va pas forcément faire de nouveaux sommets et l'altcoin dominance ne va pas forcément énormément monter. Et on va obtenir finalement un prix. Alors déjà, il faut qu'on regarde la temporalité. On prend les deux cycles précédents sur le Bitcoin, on a vu que le sommet a été atteint 18 mois après le halving. Voilà, je reprends ceci. On est à 18 mois ici en 2017, on était à 18 mois si je prends, regardez, en 2021 le bull run. Donc si on fait la même chose et qu'on se situe sur les 18 mois, on va se trouver, regardez, je prends 18 mois par rapport au prochain halving, environ au mois de septembre 2025. Donc ok, septembre 2025, c'est bien, déjà on a cette date en tête pour éventuellement un sommet sur le Bitcoin. Le Bitcoin, en septembre 2025, on va supposer qu'il ne fasse pas de nouveaux sommets. C'est-à-dire qu'on fasse simplement un double top. On va prendre un cas très pessimiste, aux alentours des 70 000 $. Donc j'avais fait le calcul dans l'émission suivante, et j'avais trouvé effectivement une capitalisation pour le Bitcoin multipliée par 2,6. C'est-à-dire le prix actuel fois 2,6, on arrive à peu près justement sur cette tranche de 70 000 $ pour un Bitcoin, ce qui ferait une capitalisation de marché pour le Bitcoin. Évidemment, je ne prends pas en compte l'inflation, mais l'inflation de Bitcoin est quand même très très faible maintenant, donc ça ne va pas changer grand-chose. On arrive sur à peu près 1300 milliards de dollars, simplement. Ça serait la capitalisation du Bitcoin. Voilà, donc si vous arrivez à me suivre jusque-là, c'est déjà pas mal. Et nous, ce qu'on va présupposer, c'est qu'au niveau de l'altcoin dominance, c'est ce que j'ai fait également au cours de l'émission précédente, on va supposer que l'altcoin dominant, alors je prends vraiment le bottom, le top ici, alors et le bottom ici, voilà, on suppose qu'on vienne chercher cette zone-là de prix. Donc c'est-à-dire assez pessimiste, qu'on vienne simplement au 61,8, vous voyez, en fait qu'on revienne simplement en haut du canal en cas de bull run en 2025. Donc vous voyez que c'est très pessimiste comme scénario. Et donc si on prend la règle, par rapport au cours actuel, ça fait un gain d'à peu près 55% des altcoins par rapport au Bitcoin. Et du coup le calcul c'est le suivant, je prends le numéro 10, en l'occurrence ici c'est Polygon, il a 8,4 milliards de capitalisation, donc si vous suivez le raisonnement, vous faites 8,4 par 2,6, tout simplement parce qu'il suit simplement le Bitcoin. Voilà, donc ça veut dire qu'on obtient 21 milliards, et en plus de ça, eh bien, les altcoins prennent 55%, donc ça veut dire qu'on multiplie ça par 1,55, tout simplement, on obtient 33 milliards, 33, 34, on va arrondir, je crois que j'avais arrondi à 33. Donc tout ce que je viens de vous expliquer ici, je l'ai récapitulé ici, et je l'ai fait ce travail pour le token Arbitrum, justement, dans l'émission précédente. Donc objectif pessimiste, si top 10, 33 milliards. Objectif temporalité. Donc là j'avais mis février à mai, mais je me suis trompé, en fait c'est plutôt septembre, en refaisant mon calcul tout à l'heure avec vous. Septembre 2025, objectif de temporalité. Là, alors sur Arbitrum, on a une supply spéculée à 4,2 milliards, une market cap spéculée à 33 milliards, le calcul que je viens de vous faire, et le prix du token du coup qui est simplement le calcul qui divise la market cap par la supply. Maintenant ce qu'il faut savoir,
c'est qu'en fait, le supply spéculé, en fait, quand je marque spéculé, c'est vraiment quelque chose qu'on sait à l'avance. On sait que dans 2 ans, en septembre 2025, il y aura 4,2 milliards de tokens Arbitrum en circulation. Par contre, la market cap, évidemment, ça c'est beaucoup plus incertain. Elle est là, la réelle spéculation, en fait, c'est sur la market cap. Par rapport au travail que j'ai fait, en imaginant que le token rentre dans le top 10. Donc maintenant, si on refait exactement le même travail pour Flair, on va rester sur la market cap spéculée de 33 milliards en imaginant qu'il atteigne le top 10 tout simplement. Et au niveau de la supply, et ben justement, c'est là qu'on va faire notre petit travail. On voit qu'actuellement, il y a 16 milliards de tokens en circulation et qu'au final, il y en aura 101 milliards. Donc on voit que l'inflation à prévoir est quand même assez importante. Et du coup, on sait que vous voyez, on est à 16 milliards, donc c'est-à-dire qu'on se trouve à peu près au 3e mois. Et on est actuellement à 28 mois de septembre 2025. Donc 28 plus 3, 31. Vous voyez, on va arriver à peu près par là, sur la supply de Flair. On a 100 milliards, ici 75, on va prendre 80. Grosso modo, on va arriver vers les 80 milliards de tokens en circulation. Donc vous voyez, c'est un travail intéressant à faire, ça nous permet de vraiment prendre en compte l'inflation dans le calcul. Du coup, je retourne sur mon petit tableau ici et je vais mettre 80, tout simplement. Et donc, quel serait le prix du token ? Je vais simplement descendre mon calcul, ça va être très simple à faire finalement. On aurait 41 centimes. Ça veut dire que là, même si le token Flair prend une inflation énorme, c'est-à-dire en passant de 16 milliards de tokens à 80 milliards de tokens, s'il rentre dans le top 10, il y a de fortes chances, parce que surtout que j'ai été pessimiste dans mon calcul de market cap spéculé, il y a de fortes chances qu'il atteigne au minimum les 40 centimes, grosso modo. Aujourd'hui, on est sur les 2,4, ce qui vous fait 1 fois 20 à peu près pour ce token. Ça me semble tout à fait raisonnable au vu des différents bull runs qui se sont passés au préalable, en 2018, en 2021, etc. On a vu sans problème des tokens faire x20, notamment les tokens qui étaient dans le top 100 et qui ont intégré des top 20, des top 10, vous voyez. Donc voilà, c'était le petit calcul de la fin de cette émission. Je pense que je vais agrémenter à chaque fois, je vais m'amuser à agrémenter au fur et à mesure des tokens ici sur ce petit tableau. Ça complétera un peu les targets qui font rêver, qui sont calculés de façon complètement différente avec des hypothèses différentes, dont on reparlera de nouveau. Je pense que ça peut être intéressant de faire ce calcul fondamental sur les tokens, du coup des targets qui nous font rêver, vous voyez avec l'analyse plus graphique qui concerne du coup avec les Fibonacci et tout ça qu'on avait appliqué ensemble. Et plein de cas de figure d'ailleurs différentes, mais on en reparlera pour ceux qui sont nouveaux, vous comprendrez. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que ce travail-là, je pourrais peut-être pas le faire pour tous les tokens, parce que vous voyez cette partie de graphique là où on peut observer l'inflation, ça on peut pas l'avoir sur tous les tokens et tous les projets. Les projets qui concernent réellement la finance décentralisée, c'est assez simple d'avoir ce genre de choses. Par contre, les projets, par exemple un token d'exchange, d'exchange centralisé, c'est plus compliqué d'avoir les données. Peut-être que pour certains tokens, vous allez avoir des données assez précises, mais pour d'autres, beaucoup moins. Ça va dépendre un peu de la team derrière, qu'est-ce qu'ils ont prévu de faire avec. Ils peuvent peut-être faire des distributions plus ou moins fréquentes avec du marketing. Des fois, finalement, les distributions avec le marketing, même si ça augmente la supply, ça augmente aussi le prix, parce que le fait de faire du marketing incite des personnes effectivement à s'intéresser à ça, et donc à acheter le token également. Vous voyez, donc c'est assez complexe un peu tout ça, et c'est clair et net que c'est plus simple avec la DeFi, on a plus de données pratiques à utiliser en tout cas. J'arrive sur la fin de cette émission, merci à tous de m'avoir écouté, je vous souhaite une excellente journée, pensez à l'abonnement, au like si ce n'est pas déjà fait, je vous dis à demain sur la chaîne, excellente journée, à plus.